Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 13h à Bamako, 16h à Moscou en Russie. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, les titres. Un nouveau chapitre s'ouvre dans les relations bilatérales entre le Mali et la Russie. Le président de la transition est depuis ce matin à Moscou. Il y effectue une visite d'État de 4 jours au menu sécurité, économie ou encore énergie. Près de 120 000 candidats affrontent à partir de demain lundi les épreuves du baccalauréat session de juin 2025. Angoisse se mêle à la peur avec au centre un seul objectif, décrocher le précieux sésame pour entamer les études supérieures. Une grande partie de cette édition sera consacrée à cet examen. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara va-t-il confirmer ou infirmer sa candidature pour l'élection présidentielle du mois d'octobre? Il devrait prendre la parole ce matin après sa désignation hier par son parti. Entre la paix et la tragédie, l'Iran a le choix. Cette déclaration est signée Donald Trump. Le président américain s'exprime après les frappes hier de 3 sites nucléaires iraniens par l'armée américaine. Plus de 500 athlètes participent au premier jeu de l'Alliance des États du Sahel. Plus qu'un rendez-vous sportif, ces jeux permettent de promouvoir la cohésion sociale et de vivre ensemble au sein de la Confédération AES. On en parle dans la page sport. Dans le rendez-vous hebdomadaire de la santé, gros plan ce dimanche sur la grossesse extra-utérine. Elle représente 10% des grossesses enregistrées au centre de santé de référence de la commune 6 avec un taux de mortalité de 5%. On vous explique les causes en fin d'édition et c'est tout pour les titres. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est depuis ce matin à Moscou sur invitation de son homologue russe Vladimir Poutine. Dans la capitale russe, il effectue une visite d'État de 4 jours. Maliens et Russes vont faire le point de leur coopération bilatérale qui touche plusieurs domaines tels que la sécurité et la défense, l'économie ou encore l'énergie. Les présidents Goïta et Poutine auront demain lundi un tête-à-tête qui sera suivi d'une séance du travail élargie aux 2 délégations. On vous fera vivre ce déplacement du chef de l'État à Moscou dans nos différentes éditions avec nos envoyés spéciaux. Les présidents de la transition quittent donc Bamako au moment où les élèves de la terminale s'apprêtent à affronter les épreuves du baccalauréat session de juin 2025 qui débutent demain lundi sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, ils sont 119 449 candidats qui composeront dans 533 centres à travers les pays. Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de cette évaluation, tant au niveau de l'acheminement des confidentiels que celui de la sécurité. L'assurance est donnée par le directeur national des examens et concours de l'éducation, Zeinou Aguissa Maïga, qui appelle également les surveillants à respecter le règlement et la police des examens. Je vous propose de l'écouter. Les dispositions prises, on en retient que l'acheminement des confidentiels est complètement assuré. Les textes de désignation des responsables, présidents et vice-présidents du centre également sont déjà disponibles. Les surveillants au niveau des académies, les actes sont déjà pris également. Et du côté sécuritaire, les collectivités ont mobilisé à travers des documents ceux qui doivent assurer la sécurité dans le centre. Et le centre de Bassikonou, c'est le centre le plus éloigné, également les responsables pour assurer les examens dans ce centre-là sont désignés. Nous avons 119 449 candidats, c'est-à-dire que pour l'ensemble des types de bac, nous avons 119 449 candidats qui composent dans 533 centres. Et parmi ces centres-là, il faut retenir celui de Mbera dont je parlais tantôt, qui se trouve à être le centre pour les réfugiés maliens en Mauritanie. Il compose également, en termes de salles, on dénombre 8 322 salles. L'appel que j'ai à lancer pour contre la fraude, surtout à l'endroit des surveillants. Si les enfants parviennent à utiliser des téléphones en salle, c'est qu'au préalable, ils n'ont pas été fouillés correctement. C'est vrai qu'ils sont ingénieux, mais avec une fouille minutieuse, il y aurait moins de téléphones dans les salles. Et ensuite, j'appelle encore mes collègues enseignants à tout faire pour faire respecter et à respecter les règlements et la police des examens.
Oui, respecter les règlements et la police des examens pour promouvoir l'effort personnel. Pour réussir le bac, les candidats doivent obtenir une moyenne d'au moins 10 sur 20. Le diplôme du bac ouvre les portes de l'enseignement supérieur. À quelques heures du début des épreuves, nous sommes allés à la rencontre de 2 candidats au bac pour voir comment ils préparent cet examen et quel est leur état d'esprit. Les réponses avec Awa Traoré. Il est 6 heures du matin à Niamakorokourani, dans la périphérie de Bamako. Boubacar Keïta, élève en terminale économie au lycée Massamakan Diabaté, se prépare pour partir à l'école. Je me réveille généralement à 6 heures, ensuite me brosser les dents, prendre une douche rapide, puis je m'habille avec mon uniforme scolaire. Après cela, je prends mon petit déjeuner, ensuite je quitte la maison pour l'école. Au même moment, à Kalabankoura, toujours la rive droite du district de Bamako, Awa Touré, élève en 12e année économie au lycée Filakali Sankaré, emprunte également le chemin de l'école. Une routine familière pour notre candidate. Chaque matin, je me lève à 6 heures afin d'éviter d'être en retard, car je me rends à pied. Nos 2 candidats, malgré leurs différences, ont un dénominateur commun, l'engagement pour la réussite à l'examen du baccalauréat. Pour cela, ils misent sur la rigueur. Boubacar Keïta, élève. Il faut savoir que le baccalauréat se prépare dès le premier jour de la rentrée. Je prépare mon baccalauréat en suivant une routine quotidienne bien organisée. Par exemple, le matin, je révise principalement les matières principales comme l'économie et la comptabilité. Je travaille aussi en petit groupe avec quelques camarades. Moyenne générale est de 13,21 sur 20, ce qui reflète mes efforts fournis pendant l'année scolaire et j'essaie de maintenir un bon niveau, accroître mes chances de réussir au baccalauréat. Awa Touré, élève. C'est une filière que j'ai choisie librement, en accord avec mes intérêts. Ma moyenne générale est 12. Pour me préparer, je fais régulièrement des exercices et je révise mes leçons progressivement. C'est la première fois que Boubacar Keïta est candidat au bac. Il est un peu stressé, mais reste confiant. J'ai un peu peur, mais la pression de l'examen et la peur sont des émotions tout à fait normales pour la première fois. Contrairement à Boubacar, et malgré qu'elle soit à sa première participation au bac, Awa est moins stressée et est reconnaissante envers le corps professoral. Je tiens à remercier nos anciens, en particulier M. Mali, notre professeur de comptabilité, pour son engagement et sa pédagogie. Je ne dirais pas que j'ai peur, mais j'aimerais demander au correcteur de corriger nos copies avec attention et sérénité. Les élèves en terminale économie doivent passer plusieurs épreuves écrites pendant les examens. L'épuisement des programmes scolaires est donc crucial pour la réussite de l'examen. Awa Touré, élève. Nous avons déjà terminé nos programmes. Boubacar Keïta, élève. Au baccalauréat, nous faisons à peu près 6 matières. La majorité des programmes ont été épuisés comme la géographie, la comptabilité, l'économie. Boubacar Keïta et Awa Touré sont tous 2 confiants et nourrissent de grandes ambitions pour le futur. Je souhaite devenir une grande professionnelle, travailler dans une banque ou être comptable dans une grande entreprise. Après l'obtention de mon baccalauréat, j'aimerais étudier la filière de l'agronomie. La réussite est avant tout une question de volonté et de confiance en soi. Nos 2 candidats ont commencé à préparer l'examen du bac depuis le début de l'année, comme pour dire que pour une bonne arrivée, il faut se lever à temps. Oui, se lever à temps car le bac ne se prépare pas à quelques jours mais pendant toute l'année. À la veille de cette évaluation, angoisse se mêle à la peur avec au centre un seul objectif, décrocher le projet Sésame pour entamer des études supérieures. Dans ce contexte, nous avons voulu savoir auprès des enseignants à quand précisément doit-on commencer à préparer son bac. Les réponses avec Dramani Sanogo qui est allé à leur rencontre. Après la définition de l'inéquation, nous allons rentrer dans les autres détails. Le baccalauréat est un diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires et qui donne accès à l'enseignement supérieur. Pour l'obtenir, il faut travailler sans relâche toute l'année académique. Comment doit-on préparer cet examen et espérer le succès? Ali Traoré est professeur de français à l'Académie Rive Droite de Bamako. Le candidat doit mettre en place un emploi du temps, répartir les matières sur la semaine. Souvent même utiliser des fiches de révision, passer des examens blancs pour se focaliser avec les conditions de l'examen. Youssouf Sanoko est professeur de biologie au lycée privé Kalou Baïda de Calabar-Est. Le candidat doit se mettre toujours au travail
être à l'école tous les jours. Il doit être également discipliné, parce que sans la discipline, rien ne marche. Il doit faire correctement ses exercices et ses devoirs et être assidu à l'école. Selon Ali Traoré, les préparatifs du baccalauréat doivent être anticipés. On doit commencer à préparer le bac dès le début de l'année scolaire, mais à partir de janvier, on doit intensifier les révisions. Ces propos sont corroborés par Youssouf Sanogo. Pour lui, il ne faut pas attendre les jours J. Je dirais que la préparation du bac commence dès le premier jour de la rentrée. Cette année, on a commencé dans le mois de novembre, donc c'est que la préparation du bac a commencé depuis le mois de novembre. Et dès que le candidat entame, il doit rester concentré jusqu'au jour du bac. La moyenne des classes n'a pas assez d'importance pour être admis au baccalauréat. Je dirais qu'une bonne moyenne peut aider en cas de rattrapage. Voilà, mais le bac, quand même, avant tout, est un examen final. Le candidat doit faire tout pour avoir au moins 10 dans la salle. À défaut de 10, il faut qu'il ait au moins 9 de moyenne. En ce moment, on pourra faire recours à sa note de classe. Mais un candidat qui a 7 ou 6 en salle, même s'il a 14 au moins de classe, il serait très difficile de prendre sa note de classe. Ces enseignants prodiguent des conseils aux candidats pour passer cette évaluation dans la sérénité. Bon, je les dirais que vraiment de pratiquer des techniques de relaxation, la méditation ou le sport, tout ça pour la gestion du stress et l'importance du sommeil. Bon, il faut aussi le soutien moral. Le conseil que j'ai à donner aux candidats, c'est qu'ils se préparent au maximum. Quand on est bien préparé pour quelque chose, le jour de la chose, on est vraiment aguerri. Surtout, une fois dans le centre, qu'ils respectent la police de surveillance. En tout cas, ils sont tous unanimes là-dessus. L'examen du baccalauréat se prépare depuis le premier jour de la rentrée des classes. Ici, on a pris X, on peut prendre Y, on peut prendre B. Oui, sans cette préparation, aucune autre alternative ne s'offre désormais aux candidats, puisque les autorités scolaires montent la garde contre toute tentative de fraude. À Sikasso, le règlement des examens et la police de surveillance sont rappelés au président des centres. Avec cette mise en garde, aucun manquement ne sera toléré. Yourou Bala Diabaté nous raconte depuis la Cité Verte. À quelques encablures du démarrage des épreuves écrites du baccalauréat malien session de juin 2025, les autorités éducatives sont résolument engagées à garantir l'intégrité de cet examen qui ouvre la voie à l'enseignement supérieur pour réussir le pari de zéro fraude, zéro fuite de sujet. Une rencontre préparatoire a réuni autour du directeur de l'académie d'enseignement, les présidents de centres et les principaux acteurs du système scolaire régional. Au cœur des échanges, la lecture et l'explication du règlement intérieur des examens, ainsi que les dispositions relatives à la police de surveillance. Mahamar Aguissa, directeur de l'académie d'enseignement de Sikasso. C'est traditionnel de rencontrer les présidents pour lire le règlement des examens, la police de surveillance et tous les textes qui gèrent les examens. Donc c'est pour, en tout cas, une fois de plus, les informer, les expliquer, commenter les différents textes qui régissent les examens pour une bonne organisation, pour une bonne tenue. Baba Koulibaly, chef de division planification, examen et concours à l'académie d'enseignement de Sikasso. Le règlement s'applique à tous les candidats aux différents examens et concours de l'éducation. Le candidat est sanctionné pour les motifs ci-après: une fraude, une tentative de fraude, une inconduite au sein du centre ou tout autre manquement à la réglementation en vigueur. Le candidat coupable de ces motifs est immédiatement expulsé et suspendu de la session en cours, sans préjudice des poursuites judiciaires. Dans son intervention, le directeur de l'académie a été catégorique. Aucun manquement ne sera toléré, a-t-il averti, rappelant la nécessité pour tous les acteurs de faire preuve de rigueur, d'exemplarité et de vigilance. Alimata Daou, présidente du centre du Locho. Uniquement de faire ce que les textes nous disent. Si on va dans ce sens-là, on va à un examen propre, un examen apaisé. Nous, en tant que président du centre, on doit tout faire pour respecter scrupuleusement les textes, les consignes que le CNC a données. Donc, respecter, mettre en œuvre ces consignes-là. Rappelons que l'Académie d'enseignement de Sikasso compte 12 783 candidats au bac général et 255 candidats au bac technique Sikasso. Yourou Bala Diabaté et Daouda Konaté pour l'ORTM. Les Ivoiriens votent le 25 octobre prochain pour l'élection présidentielle. Si les ténors de l'opposition risquent de manquer ce rendez-vous électoral, le parti au pouvoir de son côté choisit son candidat. Et c'est sans surprise, le président sortant Alassane Ouattara a été désigné hier par acclamation par les présidents du RHDP réunis en congrès.
Bonjour Lassana Keita. Bonjour Bourama Traoré. Après sa désignation, le président Alassane Ouattara devrait prendre la parole ce dimanche matin pour confirmer ou infirmer ses choix. Quelle est sa réponse? C'est officiel. Le président ivoirien Alassane Ouattara briguera un 4e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a confirmé lors d'une allocution ce matin devant ses partisans au stade EBMP. Il dit avoir compris ses partisans pour cette mobilisation. Hier, Alassane avait été désigné par son parti, le RHDP, un choix vu comme une évidence par ses militants qui vantent son bilan à travers d'abord la relance économique et le développement du pays, ensuite la stabilité et selon ses partisans. De son côté, l'opposition était convaincue de la confirmation de cette candidature et s'est dressée déjà contre elle après l'exclusion de leur tête d'affiche. Rappelons que le RDA-PDCI et le PPACI font désormais front commun pour mener des actions communes visant à défendre plusieurs causes. L'intégration sur la liste électorale de Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé et Noël Akossi Banjo. Ces fronts communs réclament par ailleurs une révision de la liste électorale avant l'élection présidentielle d'octobre et un dialogue politique. Cette candidature de Alassane Ouattara provoque encore des tractations politiques pour la conquête du pouvoir en Côte d'Ivoire. Bourama Traoré. Et merci Lassana Keita pour toutes ces précisions. Au Cameroun, des discours de haine et de désinformation inquiètent une coalition de 15 organisations de la société civile et le Conseil de l'ordre des avocats à l'approche de la présidentielle du mois d'octobre. Ils signent une déclaration commune appelant les autorités à plus d'actions concrètes pour apaiser les champs politiques au Cameroun. Au Nigeria, un sommet de la CEDEAO se tient ce dimanche à Abuja. Les chefs d'État de l'organisation régionale doivent faire le constat d'une institution à la recherche d'un nouveau souffle 50 ans après sa création et au moment où le président en exercice, le Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, doit passer la main. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est pressenti à rappeler que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont quitté la CEDEAO et la période de transition suite à la sortie des 3 pays se termine le 29 juillet prochain. Au Gabon, le président Brice Clotaire Oligui Nguema serre la vis et impose plusieurs mesures d'austérité pour mettre fin à la gabegie financière et prôner la bonne gouvernance. Lors du Conseil des ministres du vendredi dernier, le gouvernement a décidé de réduire le train de vie de l'État. Plus de voyages en première classe pour les ministres et hauts cadres de l'administration. Seuls les ministres d'État auront ces privilèges. Les frais de mission ne seront plus payés en espèces. Pas d'effectifs pléthoriques dans les cabinets ministériels, y compris à la vice-présidence de la République. Les pays membres de l'OTAN se réunissent le mardi prochain à La Haye, aux Pays-Bas, pour un sommet. Au cœur des discussions, l'augmentation du budget consacré à la défense à hauteur de 5% du PIB des États membres. Les Européens craignent de se retrouver face à un mur budgétaire pour assumer leur défense sans Washington. Il s'était donné 2 semaines de réflexion avant une probable intervention en Iran. Il a finalement passé à l'acte à la surprise générale. Le président américain a annoncé hier soir la frappe de 3 sites nucléaires iraniens. À en croire Donald Trump, l'opération a été un véritable succès. Bonjour Mohamed Sangaré. Bonjour Bourama Traoré. La question qu'on se pose, pourquoi Donald Trump a décidé d'attaquer l'Iran? Oui, Donald Trump, après avoir hésité pendant quelques jours, a finalement décidé d'intervenir militairement dans le conflit entre l'Israël et l'Iran. Alors qu'il avait initialement privilégié la diplomatie et des négociations, il a ordonné une attaque américaine sur 3 sites nucléaires iraniens. Selon ses déclarations, cette action a pour but de détruire complètement les capacités d'enrichissement nucléaire de l'Iran. Auparavant, il avait laissé planer l'incertitude quant à une menace, à une possible intervention américaine, tout en évoquant la possibilité d'un retour aux négociations. Donald Trump a déclaré que l'Iran devait maintenant accepter de mettre fin à cette guerre et a affirmé que l'ère de la paix a sonné. Il a ensuite averti que s'il n'y a pas de paix rapide, les États-Unis viseront d'autres cibles avec précision, rapidité et compétence, tout en soulignant que la cible de la nuit était la plus difficile. De son côté, lors d'une conférence de presse à Istanbul, le chef de la diplomatie iranienne a accusé les États-Unis d'avoir trahi la diplomatie et affirme qu'ils ne comprennent que la menace et la force. Il soutient que les installations nucléaires iraniennes ont été attaquées sur un faux prétexte, que l'Iran n'a rien fait de mal et que les États-Unis
ont franchi une ligne rouge majeure en méprisant le droit international. Il a également critiqué le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires pour son incapacité à protéger l'Iran, remettant en question la raison pour laquelle Téhéran devrait encore lui faire confiance sans toutefois préciser si l'Iran allait s'en retirer. Enfin, il a affirmé que l'Iran devait riposter aux frappes américaines en s'appuyant sur ses droits. Oui, Mohamed Sangaré, face à ces frappes américaines, les réactions se multiplient à travers le monde. Tout appelle à la désescalade. Tout à fait. Après les frappes américaines ciblant 3 sites nucléaires iraniens, les réactions internationales ont rapidement fusé. Les Émirats arabes unis et l'Égypte ont appelé à la désescalade condamnant cette opération en Iran. Ils ont mis en garde contre les graves conséquences pour la stabilité régionale et mondiale, insistant sur la nécessité de privilégier une solution diplomatique par le dialogue et la négociation plutôt que par des actions militaires. De leur côté, plusieurs États africains et asiatiques ont également exprimé leurs préoccupations, soulignant l'importance de maintenir le dialogue pour éviter une escalade incontrôlable dans la région. L'Union européenne, par la voix de sa chef de la diplomatie, a également appelé à la désescalade. Elle a exhorté toutes les parties à revenir à la table des négociations afin d'éviter le pire, insistant sur le besoin urgent de relancer le processus diplomatique. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence pour examiner la situation selon plusieurs sources diplomatiques afin de définir une position commune et d'inciter au dialogue tout en renforçant l'appel à la désescalade. Merci Mohamed Sangaré pour toutes ces précisions. Un dossier que vous allez suivre pour Mali Actualité. Dans un instant, la suite de cette édition. L'actu des sports, les premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel se sont ouverts hier à Bamako. Plus de 500 athlètes venus des 3 pays participent à ces Jeux. Plus qu'un simple rendez-vous sportif, ils permettent de promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble au sein de la Confédération AES. Outre les premiers Jeux de l'AES, l'autre volet de l'actualité sportive, c'est la Coupe du Mali de football féminin dont les demi-finales se jouent cet après-midi au stade Wenzen Koulibaly. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Isaac Tienou. Les premiers jours de l'AES se sont ouverts hier après-midi à Bamako, au palais des sports Salamatou Maïga. L'événement était placé sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président en exercice de l'Alliance des États du Sahel. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Avec une cérémonie riche en couleurs et en émotions, le chef du gouvernement a saisi l'occasion pour expliquer l'esprit de la compétition à la jeunesse de l'AES. Compte rendu, le ton est donné à travers une cérémonie riche en couleurs. Cette cérémonie est marquée par le défilé du drapeau des Jeux, la mascotte, le mouvement sportif malien avec 54 fédérations et les délégations avec les athlètes. Conformément à la devise des premiers Jeux de l'AES, toujours unis, toujours résilients et toujours plus forts, les athlètes se sont engagés à faire de ces Jeux un espace pour la promotion de la jeunesse du Sahel et surtout une jeunesse saine et sans drogue. Anroutol Ronan Somda, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi de Burkina Faso. Ceci est le début de la matérialisation de la vision de nos chefs d'État qui nous ont instruits d'organiser les Jeux de l'Alliance des États du Sahel. À travers cette première édition, c'est un symbole très fort qui doit appeler la jeunesse de l'AES à s'unir autour de plusieurs valeurs qui sont rattachées à nos traditions. Sidi Mohamed Al-Mahmoud, ministre de la Jeunesse et du Sport du Niger. Une cérémonie qui symbolise la grandeur de l'AES, les symboles de l'intégration et surtout le développement de l'esprit de la jeunesse patriote que les chefs d'État de nos 3 États ont voulu imprimer à cette première édition des Jeux de l'AES. La cérémonie d'ouverture a comblé les attentes, d'où la satisfaction du ministre Fomba. C'est une très belle cérémonie que nous avons eue avec des artistes de très haut calibre. Lorsque la jeunesse se donne la main, lorsque les sportifs se donnent la main, ça ne peut donner que des belles choses. Et je pense que nos 3 départements sont en train de magnifier également cela. Cette compétition vise à favoriser l'intégration des jeunes des pays membres de l'AES et à renforcer leur esprit patriotique à travers le sport.
Pendant une semaine, plus de 500 athlètes seront sur le terrain à ce rendez-vous des Jeux de l'AES. Les compétitions se tiennent au stade du 26 mars d'Irimadio, le stade Mamadou Konaté et au palais des sports Salamatou Maïga. Le programme prévoit aujourd'hui du Kung Fu Wushu au palais des sports Salamatou Maïga, une compétition qui porte sur toute la journée. Avant l'ouverture officielle des activités de football à jouer en avance au stade Mamadou Konaté, le Mali jouait contre le Niger, victoire de notre 3-0. Coupe du Mali de football féminin, les demi-finales se joueront cet après-midi au stade Wenzen Koulibaly. L'AS Mandé affrontera l'ASL à 16h et l'USFAS en découdra avec Amazon de la commune 5 à 18h30. C'est même dimanche, la FIFA Foot accueille une délégation de la FIFA pour la réception provisoire du nouveau centre technique du Mali. La délégation devra organiser une conférence de presse mardi à 14h au 10 centre technique. La délégation séjournera au Mali du 22 au 27 juin. Coupe du monde des clubs aux États-Unis pour terminer. Cet après-midi, le programme prévoit en ce qui concerne les Africains, Juventus de Turin, Wydad de Casablanca à 16h et Red Bull Salzbourg, El Hilal à 22h. Focus Santé. On vous amène à nouveau ce dimanche au centre de santé de référence de la commune 6, pas pour parler du service de néonatologie, sujet de la semaine dernière, mais plutôt de la grossesse extra-utérine. C'est une grossesse anormale dont l'œuf fécondé s'implante hors de la cavité utérine et n'a aucune possibilité de poursuivre son développement. Elle représente 10% des grossesses de l'établissement sanitaire avec un taux de mortalité de 5%. Pour mieux comprendre les causes de la grossesse extra-utérine, Kouma Sissé s'est entretenu avec un gynécologue. C'est le sujet du Focus Santé. Pour qu'une grossesse évolue normalement, le meilleur emplacement de l'œuf fécondé est dans la cavité utérine. Avant de se positionner dans cette résidence pour 9 mois, certaines circonstances font que l'œuf fécondé s'implante quelque part dans l'appareil reproductif de la femme. C'est ce qui provoque une grossesse anormale, appelée aussi grossesse extra-utérine. Professeur Mamadou Keita, gynécologue au CCRF de la commune 6 du district de Bamako. L'œuf humain, 72 heures après l'ovulation, s'implante là où elle se trouve. Généralement, c'est au niveau des trompes, dans la majeure partie des cas, mais il peut aussi s'implanter au niveau des ovaires ou bien au niveau de l'abdomen ou très généralement aussi au niveau du col de l'utérus. C'est une pathologie qui est très fréquente. Dans notre service, ça fait 2% des grossesses et c'est une pathologie aussi qui est grave car elle est attribuée à une très grande mortalité. Donc environ dans nos statistiques, ça fait 4 jusqu'à 5% de nos décès maternels. En dehors de la cavité utérine, l'œuf fécondé n'a aucune chance de poursuivre son développement. En ce moment, les signes d'alerte commencent. Comme c'est une grossesse, donc les premiers signes, la femme se sent enceinte. Donc elle fait un retard des règles. Et les autres signes sympathiques de grossesse, elle peut avoir des vomissements. Souvent, ça peut aller à la douleur qui est assez atroce par rapport à la grossesse classique. Douleur au niveau du petit bassin, au niveau du dos. Puis survient des saignements qui sont anormaux. Parmi les motifs de la grossesse extra-utérine figurent les infections chez les femmes. Professeur Mamadou Keita. Ce que nous avons retrouvé lors de nos recherches récentes, donc il s'agit des circonstances qui détériorent la cavité de la trompe. Et parmi ces causes, il y a bien entendu les infections génitales mal traitées ou non traitées et qui évoluent, qui vont, n'est-ce pas, détériorer l'intérieur de l'utérus. En dehors de ça, il y a des causes liées au ralentissement, parce que dans la trompe, il y a des cils, comme des rails, qui font coulisser l'œuf à travers la trompe. Et l'une de ces causes de ralentissement, c'est les causes hormonales. Par exemple, la pilule de lendemain, lorsqu'elle est prise de façon anarchique, peut donner cet état d'effet. Il y a les malformations, certaines malformations au niveau des trompes. Il y a les antécédents de chirurgie. Une femme qui a été opérée plusieurs fois au niveau des trompes peut être exposée à ça. Il y a bien entendu la récidive. Si une femme fait une grossesse extra-utérine, si la cause n'est pas bien traitée, elle peut naturellement être exposée à cette pathologie une seconde fois. Si la grossesse extra-utérine est diagnostiquée tôt, son traitement est simple et dans les cas contraires,
il faut rapidement une intervention chirurgicale. Professeur Mamadou Keita. Si la grossesse extra-utérine est diagnostiquée assez tôt, on peut faire un traitement médical. Les médicaments, la femme est hospitalisée, elle ingère des médicaments qui font que l'œuf est lysé petit à petit. Mais lorsque nous arrivons à la rupture de la trompe, on a d'autres choix qu'une intervention chirurgicale. Soit on enlève carrément cette trompe, ou même si la trompe n'est pas enlevée, si elle est endommagée, on peut, n'est-ce pas, inciser la trompe par voie cystoscopie pour extraire le fœtus. La complication la plus redoutable, c'est la rupture de la trompe. Donc c'est ça la grossesse extra-utérine rompue. Cette rupture peut engendrer des hémorragies extrêmement graves, qui peut engager le pronostic maternel de la femme. Elle fait saigner la femme dans son ventre, ça peut donner l'anémie, ça peut donner d'autres infections beaucoup plus généralisées. Quand on fait un retard des règles, on fait tout pour rencontrer un professionnel de la santé qui diagnostique la grossesse et qui diagnostique sa localisation. Et à ce moment, le plan de suivi peut être adapté. L'un des moyens de prévention de la grossesse extra-utérine est la consultation gynécologique. Au moins 2 fois par an, toutes les femmes doivent faire cette consultation pour éviter des infections qui sont l'une des causes principales de la grossesse anormale. Cette page santé met un terme à cette édition qui vous a été servie par Alimata Ouattara à la mise en onde, à la mise en ligne Abdul Aziz Koulibaly et au micro Brahma Traoré. Merci à Lansana Keita qui m'a aidé à la préparer. Lansana Keita que vous allez retrouver juste après moi pour la synthèse de l'actualité de la semaine. Le prochain rendez-vous avec l'information c'est à 19h30. Belle fin de journée à vous où que vous soyez.